Bonjour à Ok, toutes et non, non, tous, non. bienvenue à ce nouveau webinaire consacré à l'hypertension artérielle du chat et aux lésions oculaires et rénales qui y sont associées. Je me présente une fois de plus, je suis Cécile Collignon, je suis vétérinaire et responsable technique chez Seva. Aujourd'hui, et comme toutes les fois précédentes, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Laurent Bouana, spécialiste en ophtalmologie, et Célia Maringue, qui exerce exclusivement en ophtalmologie, tous deux à la clinique vétérinaire Ophthavet à Paris. Alors, ce webinaire fait suite au précédent qui a eu lieu au mois de mars, qui est toujours disponible en replay si vous le souhaitez. La dernière fois, Laurent et Célia se sont attachés à parler du diagnostic des lésions rénales et oculaires liées à l'hypertension artérielle, donc plus particulièrement comment faire un examen du fond d'œil, quelles lésions, enfin que regarder, quelles lésions observer. Aujourd'hui, on va s'intéresser principalement au traitement de l'hypertension artérielle, donc bien évidemment réduire la pression artérielle, mais aussi voir tout ce que l'on peut espérer avoir comme récupération au niveau oculaire et rénal. Alors, parmi les remerciements, donc je commence déjà par vous tous qui avez répondu aussi nombreux à l'invitation. Et bien évidemment, je remercie Medcom pour la collaboration pour ce webinaire qui, comme à chaque fois, récompensera ou en tous les cas offrira un ouvrage à un de vous. Donc, on vous invite à rester bien présent jusqu'à la fin du webinaire. Laurent et Célia vous proposeront un quiz et la personne qui répondra le plus rapidement via le chat et correctement, bien évidemment, remportera cet ouvrage. Laurent, Célia, je crois que j'en ai fini pour ma part et donc je vous laisse la main pour la suite de ce webinaire. Merci Cécile, merci pour cette introduction. Heureux de vous retrouver tous, toujours aussi nombreux pour cette série de conférences sur l'HTA et les lésions oculaires et rénales. Merci donc à Seva et merci à Medcom Formation pour l'organisation. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec des rappels très, très brefs sur l'HTA et je vais donner la parole à Célia Maringue. Bonjour à tous. Donc du coup, on va redétailler un petit peu l'impact de l'hypertension artérielle. On sait que l'hypertension artérielle a des effets sur les organes cibles qui sont les yeux, les reins, l'encéphale, le cœur et les vaisseaux sanguins. La classification de l'hypertension artérielle va se faire en fonction du risque d'atteinte des organes cibles. Et vous avez un tableau récapitulatif qu'on avait précédemment évoqué qui vous détaille cette classification. Lorsque la pression artérielle est inférieure à 140, on parle d'animal normotensif avec un risque de lésion des organes cibles qui est minimal. Entre 140 et 160, le stade est pré-hypertensif et le risque de TOD est faible. Entre 160 et 180, on a un animal qui est hypertendu avec un risque de TOD modéré. Et lorsqu'on dépasse les 180 mm de mercure, on a un stade hypertensif sévère avec un risque de TOD qui est élevé. Concernant la prévalence des lésions oculaires, elle est relativement importante puisque ça représente 58 à 83% des chats hypertendus. Et dans les causes d'hypertension, vous avez donc la maladie rénale chronique et on sait que 75% des chats hypertendus présentent une MRC. Donc, on voit bien, étant donné la forte prévalence des lésions oculaires, l'intérêt du fond d'œil dans le suivi de l'hypertension afin de diminuer le risque de lésion des organes. Je vous présente ici une étude récente de Sirla et ses collaborateurs de 2021 qui ont réalisé en fait un grading, une classification des lésions au fond d'œil. Vous avez donc le grade qui va de 0 à 4 et ils ont étudié plusieurs paramètres, la tortuosité des vaisseaux et le rétrécissement des artérioles rétiniennes, la présence d'hémorragie rétinienne, la présence d'un décollement de rétine ou d'hémorragie vitréenne.
Le grade 0, donc c'est une étude qui est prospective et le grade 0 correspond à des chats hypertendus mais qui ne présentent aucune anomalie au fond d'œil. Le grade 1 correspond uniquement à des anomalies vasculaires et le grade 2 correspond donc à des anomalies vasculaires mais associées à des hémorragies rétiniennes qui sont soit peu étendues, soit peu nombreuses et des décollements de rétine bulleux. Comme vous pouvez l'observer sur la petite photo juste ici, ça correspond à ça, des décollements de rétine bulleux. Pour le, pardon, c'est moi qui fais pour le grade 3, effectivement, ça reprend le stade, le grade précédent, mais les hémorragies rétiniennes sont plus importantes, donc modérées ou sévères. Le décollement de rétine est partiel et on peut rencontrer des hémorragies vitréennes. Et le grade 4 correspond au grade précédent, mais avec un décollement de rétine qui est complet. Dans cette étude, il a été prouvé qu'il y avait que la sévérité des lésions au fond d'œil était corrélée à la valeur de la pression artérielle. Donc, plus l'hypertension est importante et plus les lésions au fond d'œil seront importantes là aussi. Et on voit que il y a 21% des chats qui présentent des lésions de grade 1 au fond d'œil. Par conséquent, l'examen du fond d'œil il est nécessaire pour faire un diagnostic et un traitement précoce. Donc, c'est préférable effectivement de les détecter dès le grade 1 avant qu'il y ait un déficit visuel. Je vais revenir sur les principes donc, du traitement de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, elle est difficile à diagnostiquer, déjà parce que les conséquences sont souvent sous-estimées par le propriétaire puisqu'elles ne sont pas visibles ou détectables par lui. Et l'objectif de la diagnostiquer, c'est de, bien évidemment, limiter l'atteinte des organes cibles, mais augmenter la durée de vie de l'animal et augmenter son bien-être, notamment en essayant de préserver la fonction visuelle le plus longtemps possible. Pour pouvoir faire un diagnostic et un traitement précoce de l'hypertension, il est conseillé lors d'une consultation si vous avez des chats qui présentent une maladie rénale chronique, une hyperthyroïdie ou un hyperaldostéronisme, ou pour les chats qui sont au stade préhypertensif, de faire des suivis réguliers à la fois de mesures de pression artérielle, mais aussi d'évaluation des lésions des organes cibles, et ce, à une fréquence tous les 3 à 6 mois. En cas d'hypertension artérielle secondaire, il faut traiter la maladie sous-jacente et le traitement de cette maladie va s'initier en même temps que celui de l'hypertension artérielle. On ne va pas attendre que l'un soit stabilisé par rapport à l'autre, on va initier les deux en même temps. L'objectif du traitement, c'est de faire une diminution progressive de la pression artérielle et pas une diminution brutale. Dans le cas où vous détectez au moment du diagnostic de l'hypertension une lésion sur un organe cible, le traitement est bien évidemment nécessaire, mais il est conseillé de réévaluer la pression artérielle 2 à 3 jours après le diagnostic et l'initiation du traitement. Je vous ai fait un petit arbre décisionnel donc, qui est tiré du consensus de l'ACVIM lorsque il y a une suspicion donc d'hypertension ou de lésion des organes cibles. Donc, on va tout d'abord, bien évidemment, mesurer la pression artérielle. Si celle-ci est inférieure à 160, on va faire un suivi tous les 3 à 6 mois. Par contre, si elle est supérieure à 160, il va falloir évaluer les organes cibles, notamment en faisant un fond d'œil. Si vous trouvez directement des lésions des organes cibles, il n'y a pas d'hésitation à avoir, vous initiez directement le traitement hypertensif. Si on ne voit pas de lésion des organes cibles, tout va dépendre de la valeur de la pression artérielle. Donc, si elle est inférieure en comprise entre 160 et 180, on va réaliser un suivi en faisant 2 mesures de pression artérielle à 8 semaines d'intervalle et une évaluation des organes cibles à ce moment-là.
Si la pression est inférieure à 160, là aussi, on fait des suivis réguliers. Par contre, si elle est supérieure à 160 mm de mercure, on initie le traitement antihypertensif. Dans le cas où la pression est supérieure à 180 mm de mercure, là, on va faire de la même façon un suivi, deux suivis de pression artérielle, mais cette fois-ci à 2 semaines d'intervalle. Et donc, là encore, si la pression, les deux pressions sont inférieures à 160, on fait un suivi. Par contre, si lors de ces deux suivis, on tombe sur une valeur supérieure à 160, on initie le traitement antihypertensif. Concernant le traitement chez le chat, le traitement de choix, c'est l'amlodipine, qui est un inhibiteur des canaux calciques. En fonction de la valeur de pression artérielle au moment du diagnostic, la dose à mettre en place sera différente. Si la pression artérielle est inférieure à 200, on vous conseille donc de commencer à une dose de 0,625 mg une fois par jour. Par contre, si elle est supérieure à 200, on commence directement par une dose de 1,25 mg une fois par jour. L'amlodipine, c'est un traitement qui est efficace, qui est bien toléré et qui a comme gros avantage de ne pas diminuer la fonction rénale. Il y a des effets secondaires qui sont répertoriés mais qui sont relativement rares, notamment l'hyperplasie gingivale ou l'hypertrophie des nœuds lymphatiques mandibulaires. On va juste reparler, on l'avait évoqué précédemment, de la protéinurie. On sait que c'est un facteur clé dans la durée de survie en cas d'hypertension artérielle, puisque lorsqu'il y a une hypertension, la pression dans les capillaires glomérulaires, les glomérules rénaux, va augmenter, ce qui peut entraîner donc effectivement une protéinurie et ce qui favorise le développement et la progression de la maladie rénale chronique. Comme traitement anti-protéinurique, ce qu'il faut savoir, c'est que l'amlodipine, dans le contexte d'hypertension artérielle, va diminuer cette protéinurie. Et ensuite, vous avez les antagonistes de récepteurs à l'angiotensine et les IECA. Le RPCU, on va le déterminer après stabilisation de la pression artérielle, puisque comme l'amlodipine a effectivement un rôle antiprotéinurique, un effet antiprotéinurique, certains chats, après stabilisation de la pression artérielle, ne sont plus protéinuriques. Si malgré tout, une fois l'hypertension artérielle contrôlée, la protéinurie persiste sous amlodipine, on va pouvoir initier soit les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine comme le camisartan à 1 mg kg per os une fois par jour, soit les IECA, en prenant quand même certaines précautions puisque il est possible qu'avec ces traitements, il y ait une augmentation de la créatininèmie et une diminution du débit de filtration glomérulaire. Donc, ces deux traitements sont à manier avec précaution chez les chats déshydratés, chez les chats qui présentent une hypovolémie ou chez les chats qui sont en stade d'IRIS 4. Là, c'est même quasiment contre-indiqué de les utiliser. Voilà. Une fois que l'hypertension artérielle a été diagnostiquée et que le traitement a été initié, concernant le suivi, on va réaliser une pression artérielle de contrôle 1 à 3 jours après l'initiation du traitement si les lésions des organes cibles ont été détectées, sinon 7 à 10 jours après. Si lors du contrôle, on est inférieur à 120 mm de mercure, on est en hypotension, donc il faut diminuer la dose du traitement. Si on est inférieur à 160, c'est satisfaisant et on va faire des suivis réguliers tous les 4 à 6 mois. Par contre, si on est supérieur à 160, il faut augmenter la dose ou ajouter un autre traitement pour parvenir à une pression acceptable. Si jamais, malgré tout ça, l'hypertension artérielle persiste, il faut se poser la question de ce qui peut intervenir, notamment le stress qui joue évidemment dans la mesure de pression artérielle.
de l'observance du propriétaire pour le traitement et éventuellement rechercher une autre maladie sous-jacente telle qu'un hyperaldostéronisme. Je vais passer maintenant la parole à Laurent pour les effets du traitement sur les lésions oculaires. Merci. Donc, les effets de ce traitement qui a été décrit par Célia, sur la vision, tout d'abord, lors de cécité, lorsque vous commencez le traitement, vous allez pouvoir constater une récupération visuelle dans plus de la moitié des cas. Donc ça, c'est un chiffre à retenir. Les études montrent, une étude en particulier, l'étude de Young, qu'on retrouvait la vision dans 58% des cas. Donc plus de 1 cas sur 2 qui récupère la vision avec le traitement qui vous a été présenté par Célia. Si cette récupération ne se fait pas tout de suite, vous pouvez la constater à plus long terme. Donc, cette récupération est possible même 2 mois après l'initiation du traitement. Donc, parfois, il faut être patient et bien prévenir les propriétaires que cette récupération peut être tardive. Le pronostic visuel, il est meilleur lorsque les lésions du fond d'œil sont peu sévères, donc c'est assez logique. Si vous avez peu de lésions au départ, donc des petites hémorragies de la rétine par exemple, ou un petit décollement, ben vous avez bien sûr plus de chances de récupérer. Le chat a plus de chances de récupérer avec des recollements qui se font plus facilement et des lésions d'hémorragie qui se résorbent plus facilement, plus vite et avec une récupération visuelle plus rapide. Ce pronostic n'est pas déterminé par la durée de la cécité avant traitement. C'est-à-dire que même sur des décollements ou des lésions un peu plus anciennes, de quelques semaines, a priori, d'après toujours cette étude de Young, on a autant de chances de récupérer la vision malgré ces lésions. D'autre part, la récupération, le pronostic ne semble pas déterminé par le temps de réaccollement de la rétine. Toujours dans cette étude de Young qui est assez récente, il y a 3 ans. Le pronostic visuel par rapport à la dégénérescence rétinienne, donc c'était celle-ci. Oui. Voilà. Je repasse la parole à Célia sur cette slide. Lorsqu'on a des chats hypertendus en consultation, c'est assez fréquent qu'au fond d'œil, on voit des lésions d'hyperréflectivité tapétale que vous pouvez observer sur les 2 photos ici. Et ces lésions sont évocatrices d'une dégénérescence rétinienne. Dans l'étude de Young de 2019 dont Laurent vous parlait, malgré une hyperréflectivité tapétale qui a été observée chez un grand nombre de chats, c'est-à-dire plus de 75%, le pronostic visuel était quand même bon. Mais dans une étude encore un petit peu plus récente où ils avaient justement fait un grading des lésions au fond d'œil, ce qu'on voyait, c'est que les chats qui présentaient une dégénérescence rétinienne très avancée, en fait, avaient un pronostic visuel qui n'était pas forcément très bon. Et en fait, ce qui mettait en évidence, c'est que ça peut être intéressant de quantifier cette hyperréflectivité tapétale sur l'ensemble du fond d'œil et quantifier la dégénérescence rétinienne qui semble quand même avoir un impact sur le pronostic visuel. Je repasse la parole à Laurent. Juste pour montrer ces 2 photos ici de fond d'œil, l'ophtalmoscope, vous voyez donc l'ophtalmoscopie indirecte, où l'on voit ici une dégénérescence de rétine qui est plutôt récente, des hémorragies vitréennes à ce niveau-là. On a encore des vaisseaux rétiniens visibles, donc c'est une dégénérescence qui est plutôt débutante et donc associée à ces lésions hémorragiques que vous voyez ici. Et ici, par contre, une atrophie de rétine bien plus avancée, qui peut se produire après quelques mois ou quelques années après ces lésions rétiniennes que nous avons vues ensemble. Vous voyez ici l'hyperréflectivité tapétale et la diminution de la vascularisation rétinienne. L'évolution des lésions du fond d'œil sous amlodipine. En moyenne, on a une amélioration à peu près en 30 jours. Donc, vous avez constaté l'hypertension avec des lésions hémorragiques ou de décollement de rétine. Vous mettez sous amlodipine et en moyenne, c'est 1 mois que vous allez constater l'amélioration visuelle et la diminution des lésions. Donc, retenez ce chiffre de environ 30 jours, donc c'est 36 jours dans cette étude de CIRLA, mais en moyenne 1 mois avant d'avoir une récupération, en moyenne. L'amélioration peut se faire beaucoup plus tôt,
dans 90% des cas, et après un an, dans 91% des cas. L'efficacité donc de la monoglipine sur les lésions du fond d'œil secondaires à l'hypertension a été donc bien prouvée avec cette amélioration relativement rapide. Le réaccollement de la rétine. Souvent, lorsqu'on a des rétines très décollées, comme celle que l'on voit ici, donc là, on a l'ophtalmoscope, ici, à l'échographie, vous voyez ce décollement là, à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, pardon, la souris n'était pas visible, je suis désolé. Ici, vous la voyez, donc ici, à l'ophtalmoscope, vous voyez un décollement rétinien complet, hein, on les voit presque à l'œil nu, il n'y a même pas besoin d'ophtalmoscope. Vous voyez, avec cet aspect un peu festonné, donc la rétine complètement décollée. Ici, à l'échographie, on voit cette rétine encore complètement décollée, avec la seule attache au niveau du nerf optique, à ce niveau-là, avec cet aspect en aile d'oiseau assez caractéristique. Et des fois, on peut avoir des décollements beaucoup plus petits. Donc ça, on l'avait vu lors des précédentes présentations, un tout petit décollement de rétine à ce niveau-là, donc secondaire à l'hypertension. Donc ces décollements peuvent être traités donc avec le traitement hypotenseur. On peut avoir une amélioration et on constate que dans 2/3 des cas à peu près, on a un recollement de la rétine. Donc voilà, 69% des cas dans l'étude de Young qui montrent que on a un recollement de rétine. Donc c'est vraiment intéressant parce que même lorsqu'on a des décollements très importants comme celui-ci, on peut constater des recollements en moyenne à un mois. Donc dans 30% des cas en moins de 3 semaines, entre 3 semaines et 2 mois, 23% des cas, donc à peu près la moitié des cas là qui recollent, et à plus de 2 mois, 17% des cas. Donc lorsque vous avez des décollements, partiels ou majeurs, 2/3 de chances d'avoir des recollements de rétine. Et ici, vous avez ceci en image. Donc voilà, après traitement, avant traitement, pardon. Donc on voit un décollement rétinien complet à ce niveau-là, chez ce chat. Et un mois après le traitement, vous voyez le recollement complet de la rétine. Donc dû à la baisse de la tension artérielle. Donc recollement et la vision qui réapparaît. Voilà un autre cas, décollement rétinien complet ici, avec la tache au niveau du nerf optique, et ici un recollement que l'on constate bien à l'échographie. Les dysphémas, pareil, on a une bonne résorption des hémorragies, on l'avait vu lors de la première conférence. Vous avez ici donc un dysphéma très important, c'est une hémorragie de la chambre antérieure. Voici un mois après le traitement, une bonne diminution de l'hyphéma et une quasi-disparition au bout de 2 mois. Au final, donc le pronostic visuel, il est bon à moyen et long terme chez les chats hypertendus, même lorsqu'il y a un décollement de rétine, même complet, même lorsqu'il est très avancé, car souvent, on entend que lorsque le décollement de rétine est complet, très avancé, il n'y a quasiment pas de chance de retrouver de la vision et d'avoir un recollement. Eh bien non. Donc, dans 2/3 des cas, vous pouvez avoir des très bons résultats à un mois ou plus. Hein. Il ne faut pas hésiter à patienter plus qu'un mois. Peu ou pas d'impact de la durée de la cécité et du temps de réattachement de la rétine. Et bien sûr, lorsque les lésions sont moins sévères, on a un meilleur pronostic visuel. D'où l'intérêt du diagnostic précoce avec l'examen du fond d'œil chez ces chats dans le cadre du dépistage. Je repasse la parole à Célia pour l'effet du traitement sur la maladie rénale chronique. Donc, on a évoqué tout à l'heure que la protéinurie avait une importance sur la durée de survie. C'est ce qui avait été prouvé dans l'étude de Jepson et ses collaborateurs en 2007. Vous avez donc sur ce graphique donc en ordonnée la proportion des chats qui étaient vivants et la durée de survie en abscisse. Et en fait, les différentes courbes, vous retrouvez donc sur la première courbe les chats qui ont un RPCU inférieur à 0,2. Sur la courbe d'en dessous, ceux qui ont un RPCU entre 0,2 et 0,4. Et la courbe d'en dessous, ceux qui présentent une protéinurie importante supérieure à 0,4. Et on voit bien effectivement que la durée de survie et la proportion des chats vivants n'est pas du tout la même. Et donc, voilà, c'était pour illustrer que la protéinurie est un facteur clé pour la durée de survie.
Dans cette étude, ils ont essayé de voir l'impact du traitement sur la protéinurie. Donc, vous avez le RPCU médian au moment du diagnostic de l'hypertension et on voit qu'après traitement, il est plus faible. On est passé de 0,31 à 0,21. Et sur les 3 dernières lignes, vous avez la même chose, c'est-à-dire les modifications du RPCU après traitement. Donc, pour les chats qui ont un RPCU inférieur à 0,2, il n'y a pas une énorme variation. Pour les chats qui ont un RPCU entre 0,2 et 0,4, on a une diminution de moins 0,07. Et pour les chats qui présentent donc une protéinurie avec un RPCU supérieur à 0,4, on a une diminution nette avec moins 0,28. Donc, l'amlodipine permet une diminution du RPCU de 0,12 en moyenne. Et donc, on voit bien que l'initiation du traitement antihypertenseur a un effet sur la diminution de la protéinurie chez les chats MRC hypertendus. Il n'y a pas d'étude qui a réussi à montrer que le traitement antihypertenseur par ce biais-là avait effectivement un impact sur la durée de vie, mais on sait que c'est quand même la protéinurie est un paramètre important à prendre en compte dans le suivi de nos chats hypertendus. Voici un arbre décisionnel qui a été fait par le laboratoire CEVA pour les chats atteints de MRC, donc pour savoir un petit peu la conduite à tenir. Donc, vous allez effectivement mesurer la pression artérielle chez votre chat MRC. S'il est hypertendu, vous allez initier tout de suite le traitement antihypertensif et initier une alimentation à visée rénale et ensuite évaluer le RPCU. Et par contre, s'il est normalement tendu, vous allez là aussi évaluer le RPCU. Si le RPCU est inférieur à 0,2, on va juste mettre en place une alimentation à visée rénale et réaliser des contrôles réguliers. Par contre, si il y a une protéinurie avec un RPCU supérieur à 0,2, on va faire des contrôles du RPCU toutes les 2 à 4 semaines. Si le RPCU persiste et toujours élevé et supérieur à 0,4, on va donc initier l'alimentation à visée rénale, mais aussi initier un traitement antiprotéinurique pour essayer de diminuer la protéinurie et arriver à une valeur inférieure à 0,2 dans l'idéal. Si le RPCU est dans la limite entre 0,2 et 0,4, on va réaliser plutôt des contrôles, mettre en place le régime alimentaire à visée rénale et faire des suivis réguliers de pression et de RPCU. Voilà. Vous voulez faire la conclusion? Je fais. Non, mais je vais commencer. Alors, en conclusion, le traitement de choix, vous l'avez compris, de l'hypertension artérielle, c'est l'amlodipine, pour son efficacité et sa tolérance, comme l'a bien expliqué Célia au début de l'exposé. Sur la maladie rénale chronique, antiprotéinurique, donc sur la survie. La diminution des lésions d'hypertension artérielle visible au niveau du fond d'œil, donc ça, on a vu des améliorations au niveau des hémorragies et des décollements de rétine. Et pour le pronostic visuel, une récupération possible même à long terme, à moyen et long terme, donc 2 mois après le traitement, même lorsque le décollement est complet. Ça, on a vu cela avec les images, le recollement. Et ce pronostic visuel qui dépend bien sûr de la sévérité des lésions. D'où l'intérêt d'une détection précoce pour éviter des lésions irréversibles. Plus on attend, tout de même, plus les lésions sont sévères et plus on a de risques d'avoir des lésions définitives, dont des lésions de dégénérescence rétinienne, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Voilà, donc nous vous remercions tous de votre présence et nous allons faire le fameux quiz comme d'habitude avec un ouvrage qui est adapté au webinaire d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un nouvel ouvrage, c'est l'Atlas du fond d'œil des carnivores domestiques, écrit par Charles Cassagne et Gilles Chaudieu. Donc cet ouvrage est paru il y a quelques mois, il est vraiment intéressant, c'est le seul en français sur ce sujet, et il y en a très peu, voire quasiment pas en langue anglaise, qui ne traite que du fond d'œil. Voilà, donc vous allez voir donc, juste après une image
comme d'habitude, donc c'est une image d'œil. Et la première personne que l'on va voir qui aura trouvé le diagnostic, qui fera le diagnostic, gagnera cet ouvrage. Voilà. Alors, je vais la mettre. Vous êtes prêts? Pardon. Attention, c'est parti. Donc voici, il s'agit donc d'un œil de chat. De quoi s'agit-il? Il n'y a pas trop de réponses. Alors voilà. Donc je vois tumeur de l'iris, iris collé, lymphome, toxoplasmose, tumeur. Pour l'instant, non, il ne s'agit pas d'une tumeur. Uveitis pif toxo, uveitis éclusion pupillaire. Jennifer, c'est presque ça. Très intéressant, Philippe, misdirected outflow, non. Uveitis iris bombé, Candice, presque ça aussi. Hémorragie, IFEMA, 2 mois après traitement. Olivier, c'est presque ça, mais c'est pas 2 mois après le traitement. Bon, les réponses sont assez bonnes. C'est vrai qu'il y a un iris qu'on peut considérer comme bombé. Il y a de l'uvéite, il y a de l'inflammation. Hémorragie chambre antérieure. Bon, alors c'est pas vraiment un IFEMA. Hémorragie, iris en tomate. Ouais, vous avez tous, ouais, bloc populaire. Il y a du vrai, hein. Corps étranger, non. Médecine, oui. Uvite hypertensive. Alors, c'est pas ce qui prédomine vite, hein. Alors, je ne sais pas si je peux voir qui est le plus proche de la bonne réponse, parce que c'est un peu plus compliqué que d'habitude où c'est tout blanc, tout noir. Là, il y a, dans ce que vous dites, il y a du vrai, hein. Il y a du vite, mais c'est pas ce qui prédomine. Mélanome cortillaire, c'est vrai que ça ressemble beaucoup, hein. C'était un peu le piège. C'était de penser qu'il s'agissait d'une tumeur, hein. On a l'impression ici, en effet, c'est une image, on ne voit pas en 2D, on ne voit pas en 3D, pardon, en relief, mais il y a en effet cet effet bombé. Donc on peut parler d'iris bombé, donc tous ceux qui ont mis iris bombé, ben, vous avez raison. Mais IFEMA, donc c'est vrai qu'il y a un petit IFEMA. Bon, il y a beaucoup de bonnes réponses, je vais vous expliquer pourquoi. Mais, parce que c'est vrai qu'il y a des cinéphiles, il y a un iris bombé, mais la personne qui se rapproche le plus, je dirais que c'est Olivier B. Voilà, hémorragie, IFEMA. Pourquoi? C'est que ici, en fait, on peut penser à une tumeur. C'est vrai que beaucoup ont répondu tumeur et c'est vrai qu'on voit cet œil pour la première fois. À l'examen, on peut penser à un mélanome, hein, avec cet aspect un peu noir au niveau des risques, déformé, en relief. Mais c'est un piège. En fait, il s'agissait d'un chat hypertendu. Donc là, à aucun moment j'ai vu hypertension. C'est ça que j'attendais. Si, avec quelqu'un. Ouais. Ah, ou ça, j'ai vu une hypertensive. Mais, Non, bon, on refera l'historique. Mais en tout cas, c'est un chat à hypertension avec une hémorragie qui s'est produite derrière l'iris. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici n'est pas une tumeur, mais un caillot sanguin qui est dû à l'hémorragie secondaire à l'hypertension artérielle. Et on a en effet des synéchies, c'est vrai qu'il y a une diffusion pupillaire, et en effet la tension de l'œil, pas la tension artérielle est augmentée, bien sûr, c'est la NHTA, mais la tension de l'œil est aussi augmentée. Donc il y a un glaucome, il y a un iris en tomate, tous ces termes-là sont bons, hein, je l'ai vu dans pas mal de réponses, mais tout cela était secondaire à l'hypertension, et c'était ça un peu l'hypertension artérielle, c'était ça l'originalité du cas. Voilà. Donc, a priori, Olivier est gagnant. Et si on voit une autre personne qui avait répondu hypertension artérielle, on refera l'historique et il gagnera un deuxième livre. Voilà. Donc là, il n'y aura pas de jalousie. Merci d'avoir été nombreux aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt en septembre, le 15 septembre, pour la dernière conférence liée à l'hypertension artérielle, où nous aborderons puisque là, nous avons vu
le diagnostic, comment examiner donc les chats hypertendus, et nous avons vu aujourd'hui le traitement, est-ce qu'on peut attendre le traitement, et en septembre, nous verrons des cas cliniques. Voilà, c'est encore plus pratique avec des cas cliniques qu'on passera en revue pour montrer comment diagnostiquer et comment traiter au travers de cas. Cécile, oui, les questions, et puis après, on passera. Alors, les questions. Alors, pour l'instant, je n'ai vu qu'une question, c'est le diapo sera-t-il disponible? La réponse est oui. Enfin, si c'est le diaporama, oui, effectivement, il sera disponible. Alors, je n'ai pas vu de questions jusqu'à présent, mais peut-être que je vais vous en lancer une tout de suite, enfin, vous en proposer une. Finalement, dans le traitement des lésions oculaires liées à l'hypertension artérielle, est-ce qu'il y a des situations qui nécessitent des traitements oculaires en plus du traitement systémique? Bonne question. Oui, en fait, on peut, lors de lésions oculaires, on a vu d'hémorragie en particulier, on peut adjoindre un traitement local, en effet. Lorsque les lésions sont postérieures, c'est-à-dire lors d'écollement de rétine, d'hémorragie vitréenne ou rétinienne, le seul traitement, c'est le traitement de l'hypertension artérielle. Pas besoin d'adjoindre de traitements locaux. Par contre, lorsque vous avez des IFEMA, des UVI, c'est justement donc le cas que l'on vient d'aborder, là où on a vu qu'il y avait possibilité de glaucome, hein, on l'a évoqué, dû à cette synéchie à ce niveau-là et le guérison bombé. Lorsque vous avez une uvite aussi qui peut être associée, dans ce cas-là, on peut associer un traitement local, donc soit anti-inflammatoire lors du VIT, soit anti-inflammatoire, donc un hypotenseur, mais de l'œil, hein, pas hypotenseur artériel, hypotenseur de l'œil, type post-op chez le chat, pour faire baisser la tension. Voilà, parce qu'on peut avoir un glaucome et une uvite associée à ces lésions hypertensives. De l'atropine s'il n'y a pas de glaucome, s'il y a une uvite. Donc, utiliser des colliers pour avoir une hydriase si vous avez une uvite antérieure avec un schéma pour justement éviter les synéchies comme on les voit sur la photo, de mettre en place soit de l'atropine, soit des équivalents pour dilater la pupille, bon, des anti-inflammatoires locaux. Voilà. Atropine, tout à fait. Donc, on traite l'uvite ou le glaucome associé. Et après, une bonne question. Pardon. Non, en fonction de la cause d'hypertension artérielle, on peut utiliser, s'il n'y a pas de maladie rénale chronique, éventuellement des anti-inflammatoires féroces, mais voilà, c'est à moduler. On sait qu'il y a beaucoup de chats hypertendus qui présentent une maladie rénale chronique, donc c'est adapté en fonction du cas. Et qu'en est-il chez le chien? Est-ce que c'est pareil? Pour le traitement, du coup. Alors, j'imagine, puisque j'ai juste la remarque chez le chien. Ah oui, pardon. On l'avait évoqué lors du premier webinaire, si je ne me trompe pas. C'est le chien, on privilégie en priorité les IECA pour le traitement de l'hypertension artérielle. Alors, une question de Christophe. Une cliente m'atteste que son chat à maladie rénale chronique et avec une tension à 280 revoit avec un demi amodip. Est-ce possible? Toujours tout est possible. Hein. Non, mais tout dépend des lésions associées. Je pense que là, pour pouvoir vraiment répondre, il faudrait savoir s'il y a des lésions associées ou pas, s'il y a un décollement de rétine, s'il y a encore des hémorragies. Mais bon, si la tension reste très élevée à 280, c'est vrai que ça paraît quand même peu probable d'avoir une amélioration au niveau du fond de l'œil ou du hémorragie, mais peut-être qu'il était encore à plus que 280 et qu'il a été amélioré, mais ça paraît quand même peu probable. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, tout est possible après. Voilà.
Il y a une question, est-ce qu'il y a encore un autre médicament systémique que les 3 présentés lors de la présentation? Si pas de réponse au traitement avec combinaison des autres médicaments. Chez le chat, on va privilégier quand même les 3 groupes de médicaments dont on a parlé. Les autres types de médicaments sont rarement utilisés. Après, encore une fois, tout dépend de la cause de l'hypertension et là, il faut adapter aussi. Moi, j'ai eu un cas où j'avais pas une bonne réponse avec les combinaisons de médicaments qu'on avait faites. On a tenté donc avec Charlotte Misbach de mettre en place un autre antagoniste inhibiteur des canaux calciques qui s'appelle l'ercanidipine. Mais par contre, j'ai pas trouvé de publi. J'ai refait un peu de biblio et j'ai pas scientifiquement de preuves à vous apporter que ça marche aussi, même si c'est dans le même groupe que l'amlodipine. Après, encore une fois, comme on l'a évoqué pendant le webinaire, si vous n'avez pas de réponse, il faut toujours se poser la question de s'il n'y a pas une autre maladie sous-jacente, de l'observance du propriétaire et puis de l'influence du stress au moment de la prise, la mesure de pression artérielle. Voilà. Je reviens sur la question de Christophe sur la cliente avec son fameux chat qui revoit à 280. Je pense qu'il faudrait réaliser un test de clignement à la menace, déjà pour voir si vous constatez cette vision qui revient ou non. Voilà. Est-ce que c'est elle qui constate et peut-être que le chat s'habitue à son environnement. Voilà. Est-ce que vous pouvez l'objectiver avec un test de clignement à la menace? Ensuite, il y a 6 traitements à l'amlodipine quand nécessite augmentation de dose. Vaut-il mieux laisser une forte dose cible ou faire une dose moyenne matin et soir? Les recommandations, c'est une forte dose, donc 1,25, voire même parfois on peut aller jusqu'à 2,5 une fois par jour. Donc voilà. Et après, je crois qu'il y a une autre question. Christophe, à nouveau. Pardon. J'ai un vieux ophtalmoscope. Est-ce utile de renouveler son équipement? Oui, un jour ou l'autre, je pense qu'il faut le faire. Vieil équipement, alors, est-ce que c'est un ophtalmoscope direct ou indirect déjà? Donc ça serait intéressant de savoir. Après, il peut être vieux, si c'est un vieil ophtalmoscope direct et qu'il fonctionne bien, vous avez une bonne lumière et que vous voyez le fond d'œil, pas forcément, s'il fonctionne bien. Mais voilà, il faudrait qu'on sache si c'est du direct et indirect. L'idéal, c'est d'avoir les deux, un ophtalmoscope direct et un ophtalmoscope indirect. Il y a une question sur la modip qui est actuellement en rupture. Quoi mettre à la place? Normalement, je crois qu'en humaine, vous avez de l'Amlor. Il ne me semble pas que ce soit en rupture actuellement. Mais, après, je ne sais plus les dosages. Ouais. Alors, j'ai reçu un message juste ce matin pour dire que le lot sera libéré vendredi. Donc, la rupture devrait être levée la semaine prochaine ou dans les prochains jours à avoir avec vos centrales. Parfait. Vendredi demain, vendredi dans une semaine? Vendredi demain, enfin ce vendredi. Ah, demain, d'accord. Donc demain, oui, tout à fait. Il y a Christelle qui pose une question en disant chat avec décollement de rétine, hypertension, hyperthyroïdie, amodip ou juste traitement antithyroïdien. Là, il faut traiter les deux en même temps. Donc, mettre en place à la fois l'amodip et le traitement pour l'hyperthyroïdie à initier au même moment. Je ne sais pas si vous voulez répondre à la question d'après. Juste traitement antithyroïdien. C'est la même question. Et puis après. Intérêt du maxidrol sur un œil avec IFEMA. Intéressant. Alors, lors d'IFEMA, on peut avoir de la fibrine associée. L'IFEMA, la définition, c'est du sang, une hémorragie, donc du sang à l'intérieur de la chambre antérieure, c'est la définition de l'IFEMA. Lorsque vous avez cette IFEMA secondaire à l'hypertension artérielle, le fait donc de traiter, on l'a vu, la tension artérielle, c'est que l'IFEMA va se réduire. Mais vous pouvez avoir de la fibrine qui persiste et qui est associée à la présence du sang. C'est-à-dire que la présence du sang dans la chambre antérieure crée de l'inflammation. Et c'est là où, en effet, un anti-inflammatoire, c'est ce qu'on a vu déjà tout à l'heure, un anti-inflammatoire type maxidrol peut être intéressant. Et le maxidrol, plus que d'autres colliers, l'intérêt du maxidrol, c'est que dans ses composants, il y a un corticoïde, qui est la dexaméthasone, avec un sel qui permet de pénétrer à l'intérieur de l'œil, ce qui n'est pas le cas d'autres colliers
en particulier vétérinaire, comme le Franiclam par exemple, qui est un très bon produit, mais pour lequel le sel de dexaméthasone ne pénètre pas dans l'œil. Donc, sur un IFEMA, vous n'aurez pas d'intérêt. Par contre, le Maxidrol est intéressant. Juste attention, chez le chat, à ne pas réactiver des herpès. Il y a beaucoup d'herpès chez le chat qui peuvent être latents. Et donc, avec du Maxidrol sur une trop longue période, vous risquez de réactiver l'herpès. Donc, plutôt sur une courte période, moins d'un mois, et en partant sur 15 jours, 3 semaines. Je crois que... Ah, une autre question. Alors, quand doit-on utiliser l'atléplase en IFEMA? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Atléplase. C'est Florian qui pose la question. Je ne sais pas. Moi non plus, je ne connais pas ce produit. Si vous pouvez nous en dire plus, ou le nom déposé peut-être. En attendant la question de Christelle, chez un chien, décollement de rétine et HTA, association IECA et corticoïdes au début, pourquoi? IECA et corticoïdes. Après, tout dépend de la cause de l'hypertension. C'est difficile de répondre comme ça. Normalement, je n'aurais mis que l'IECA, mais après, ça dépend de si vous avez un IFEMA ou une uveitis antérieure. Ah, c'est pour l'activise. D'accord, ok, ça marche. L'activise, c'est en intracamérulaire, donc après, c'est aller faire une intracamérulaire sous sédation en chat hypertendu, j'aurais pas forcément tendance à le faire, mais on le fait plus en post-op, post-op de cataracte, quand il y a vraiment de la fibrine, mais là, c'est vraiment le traitement local et général qui va intervenir dans le traitement de l'IFEMA, pas forcément une injection d'activiste pour le coup. Voilà. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Oui, ventilateur, d'accord. Je connaissais pas ce qu'ils m'ont déposé, altéplase. On parle souvent d'activateur de plasminogène, oui, donc on utilise en effet pour éviter la formation de caillots ou de fibrine dans la chambre antérieure. Donc c'est vrai qu'on l'utilise, désolé, on n'avait pas fait le rapprochement, mais on l'utilise pas mal en injection intracamérulaire, mais plutôt sur des post-opératoires, en effet, de chirurgie intraoculaire pour éviter diminuer la formation de fibrine et de caillots en intracamérulaire, mais pas particulièrement les uvites, la fibrine n'est pas suffisamment, en général, suffisamment importante pour nécessiter ce type d'injection. Alors, je pense Quelle était la réponse du quiz? Je n'ai pas bien entendu. Alors, la réponse du quiz, donc vous avez toujours la photo là, qui est visible. Donc, il s'agit d'un chat qui présentait une hypertension artérielle avec donc des hémorragies secondaires. Ce qui se passe, c'est qu'on avait un tout petit peu de sang dans la chambre intérieure à ce niveau-là, mais surtout un gros caillot de sang derrière l'iris à ce niveau-là, donc dans le segment postérieur avec des synéchies postérieures, donc une hémorragie derrière l'iris qui provoquait donc un iris bombé et donc absence de tumeur. Je crois qu'il y a Florian qui avait posé une question sur pas forcément lors d'IFEMA. Je ne sais pas si on reparle de l'activateur du plasminogène ou pas, mais je crois que vous avez. Pas forcément lors d'IFEMA. Ah oui, ouais, c'était pour. Ok, donc je pense qu'on a répondu à la question. Oui, donc non, pas forcément lors d'IFEMA. Pas systématiquement, c'est vraiment lorsque on a plutôt beaucoup de fibrine. Bon. Plus de Très questions. bien. Eh ben, je pense qu'on a répondu, enfin, vous avez répondu à toutes les questions.
Je vous propose donc de clôturer ce webinaire maintenant. Donc, merci encore Célia et Laurent. Merci à tous pour votre participation et votre implication dans ce webinaire. Et puis, on vous dit rendez-vous donc le 15 septembre prochain, où on clôturera ce cycle sur l'hypertension artérielle, les lésions oculaires et les lésions rénales sous forme de cas cliniques. Vous aurez bientôt toutes les informations à ce sujet. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Bonnes vacances.